d'enseignement de langue anglaise. La petite histoire de ce premier journal mérite d'être racontée, car si tout s'est finalement bien passé, l'on a eu des sueurs froides dans les coulisses. Un jour, avant le lancement des images de la télévision, Tinepi, présentateur principal, tombe malade. J'ai tout fait. J'ai amené Tinepi à l'hôpital. J'ai dit au médecin, demain, ce monsieur doit parler. Parce que c'est lui notre présentateur principal. Et on arrive à l'hôpital. M. Mendoza et moi, M. Ngamba. Et je lui demande, mais Dieudonné, tu ne peux pas faire ça. Il est tard pour nous de trouver une autre personne. Et il me regarde droit dans les yeux en disant, je le ferai. Reste tranquille, je le ferai. Le professeur Mendoza appelle, il me dit, bon, tu vois bien que Dieudonné est rentré. Mais je sens qu'il n'est pas en forme et qu'il peut encore tomber. Alors, ce qu'on va faire, comme je t'ai demandé de présenter le journal, tu vas préparer la présentation du journal avec lui. Et comme ça, tu auras le double du journal. Si jamais il arrive quelque chose pendant la présentation, tu prends le relais. Il ne faut pas que les téléspectateurs sentent qu'il y a quelque chose. Et effectivement, le lendemain, je le vois apparaître, bien en forme et tout. Le lendemain, il est sorti de l'hôpital. Et c'est ce lendemain-là que le président de la République, son descendant pour bien, arriva à Bamenda. Nous étions tous à l'aéroport. Et le directeur de l'époque, M. Ngamba Lutsiri, ne voulait pas prendre de risques, ne voulait pas qu'on fasse le journal en direct, parce qu'il se disait ce serait trop risqué qu'on puisse faire un journal et qu'on se plante, alors que le chef de l'État avait invité de nombreuses personnalités africaines pour prendre part à ce congrès, et nous avait demandé, alors que le journal était prévu à 19h30, de l'enregistrer à 16h. Et Dieudonné et moi, nous avons dit non, qu'on ne l'enregistrerait pas, on voulait le faire en direct. On a dit attention, si vous le faites, il nous a dit attention si vous le faites en direct et qu'on se plante, vos têtes vont tomber. On a dit on prend le risque. Et donc on lui a tenu tête, on a fait le journal en direct, ça s'est très très bien passé. Il y avait d'ailleurs Eric Chidje également. Et à la fin, il nous a sauté au cou tellement il était fier de l'expérience et de vraiment de ce premier pas qu'on avait réussi. Bamenda 85 aura été aussi bien pour la femme camerounaise que pour les jeunes l'accomplissement d'un rêve longtemps existé. Tout le monde rentre à Yaoundé après le congrès de l'UNC qui a la naissance de la télévision à Bamenda. Le pari a été largement tenu. La télévision nationale sera bientôt sollicitée pour d'autres événements. Visite du pape Jean-Paul II en août 1985, catastrophe du lac Nyos en août 1986. Dieudonné y prendra toute sa part. Mais mon confrère va bientôt abandonner cette présentation du journal qu'il a révélé pourtant au grand jour pour se consacrer à quelque chose qui lui tenait à cœur. Regard sur le monde était l'incontournable rendez-vous du samedi soir sur la CRTV. Pendant 1 heure, l'actualité internationale de la semaine, vue par les correspondants ou les envoyés spéciaux des télévisions occidentales, était revisité par Dieudonné Tinepigui dans ce grand magazine. L'on se délectait alors des excellents reportages réalisés sur divers théâtres par Jean-Marc Ilouz, Patricia Alémonière, Marcel Tria, Dominique Derda pour ne citer que cela. C'était l'époque où il n'y avait ni la floraison actuelle des chaînes satellitaires, ni l'explosion de la télévision par câble d'aujourd'hui, encore moins Internet et ses déclinaisons numériques. À part quelques rares privilégiés qui pouvaient s'offrir les services d'une antenne parabolique, l'immense majorité des Camerounais s'abeuvaient à la source CRTV. Face à une actualité nationale un peu fade et morose, en ces années de début de crise économique et d'ajustement structurel au Cameroun, les téléspectateurs de la CRTV trouvaient alors un peu de fraîcheur dans l'actualité venue d'ailleurs, traitée par d'autres plumes et magistralement présentée par notre confrère. Regard sur le monde était donc le moment qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. L'actualité internationale y était déroulée avec soin,
Le choix des sujets méticuleux, les différents plateaux matinés de la touche personnelle du présentateur. Dieudonné y mettait tellement du sien qu'il avait fini par s'identifier à son émission. C'était sa marque de fabrique. Je me souviens de lui évidemment dans son couloir qu'il avait choisi, celui de rendre compte de l'actualité internationale, de l'expliquer, de la mettre à la disposition, pour ainsi dire, à la portée de tous les Camerounais. Nous sommes en 1985, donc il y a plus de 30 ans. Le niveau de culture n'est pas nécessairement le même qu'aujourd'hui. Il avait alors la force de ses convictions. Il parlait avec un tel courage de ses idées qu'il était difficile de le détourner de ce qui étaient ses convictions. Et on est en 1985, c'est pas le contexte de démocratie éclatée d'aujourd'hui. C'est vous dire quel homme il était, Dieudonné Pigui. Il n'avait peur de rien, il n'avait même pas peur de la censure. Il faisait vraiment déjà dans le contexte de l'époque ce que ses convictions lui dictaient. Je ne suis pas un perfectionniste, hein. Dieudonné l'est. C'est quelqu'un qui aimerait que tout soit en ordre. Et que, enfin, lui, il voyait, comme nous d'ailleurs, comme moi, c'est le téléspectateur, c'est la personne à qui on va livrer ce produit final qui compte. Donc Dieudonné ne permettait pas que les gens s'amusent. Ça ne l'arrangeait pas du tout. Donc c'est quelqu'un qui poussait tout le monde à donner le meilleur de soi-même. Après le journal, quand il a lancé Regard sur le monde, ce grand rendez-vous hebdomadaire que tout Camerounais aujourd'hui, enfin ceux qui ont connu cette période, se souviennent, il commençait à préparer ça dès lundi, pour une émission qui passait samedi. Le journal, il commençait à le préparer dès le matin. Et à tout moment de la journée, Dieudonné il avait un regard sur tout ce qui se passait. Pour préparer sa grand-messe du samedi soir, Dieudonné n'était pas seul. Dès le lundi, Dina Eyango, monteur et réalisateur de l'émission, entreprenait d'enregistrer sur bande BCN les reportages de l'actualité étrangère que nous envoyait alors RFO d'abord, CFI bien après. Dina Eyango n'a pas oublié l'homme et le professionnel de haut vol que Dieudonné a été. L'émission était montée le vendredi et l'enregistrement se faisait le samedi matin pour la diffusion samedi dans la soirée. Alors ce jour-là, l'émission est montée et puis le réalisateur est absent. Et Dieudonné me demande si je peux réaliser l'émission. J'ai rigolé parce que c'était des exercices auxquels j'étais un peu habitué dans le cadre de ma formation. Et je me suis assis donc au siège de réalisateur et à la fin de l'émission, tout s'était bien passé. Je crois qu'il a jugé que l'émission s'était passée avec beaucoup de fluidité et beaucoup d'aisance. Et il m'a dit désormais, c'est toi qui t'occupes de mon émission. Et c'est comme ça que je deviens le monteur et réalisateur de l'émission Regard sur le monde pendant 6 ans. Il était un peu difficile, il est vrai. Il avait la grande gueule, il n'avait pas sa langue dans la poche. Je vous donne un exemple de ces sauts d'humeur. Quand il y avait un loupé pendant l'enregistrement, il pétait les plombs et puis il disait, mais écoutez, vous êtes une bande d'incapables, vous êtes une vingtaine de l'autre côté, je suis seul de mon côté et vous n'êtes pas capable de me donner le travail que je veux. Bon, c'était comme ça, hein, il avait des sauts d'humeur comme ça, mais bon, l'équipe prenait ça avec beaucoup d'humour et c'était toujours un plaisir de travailler avec lui parce qu'il était très rigoureux, il aimait le travail bien fait, moi aussi d'ailleurs, c'est peut-être ce qui a justifié une certaine acquaintance, hein, une certaine harmonie dans le travail. Dieudonné Pigui était quelqu'un de très gentil et très sympathique. D'ailleurs, chaque fois qu'il arrivait au bureau, il me cherchait, il cherchait Léopold-Henri Maubué. Et puis, on se retirait dans un petit coin pour se moquer des autres.
Bon, mais il avait quand même une particularité, c'est que quelqu'un, quand il est fâché, vraiment, il s'énerve. Et là, vous sentez qu'il ne faut plus l'approcher. Quand il s'énervait, vraiment, il poussait un cri de colère. Et ça, c'était... Moi-même, j'ai été surpris une fois quand il a poussé un coup de colère comme ça. J'étais surpris, je lui ai dit, mais Dieudonné, ne t'énerve pas. Tu sais que tu es souvent un peu souffrant, il ne faut pas que tu t'énerves comme ça. Il me dit, non, 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 ce sont des imbéciles. Moi, je vais leur montrer que je suis un vrai journaliste. Bon, donc, il était comme ça, très sympathique, très serviable, mais alors, il avait des coups de colère quand il est fâché. Si vous ne le saviez pas, c'était impossible de l'arrêter. Regard sur le monde s'achevait toujours par une conclusion forte. C'était un grand moment d'investissement personnel où Dieudonné faisait étalage de ses convictions profondes. Il en profitait alors pour répondre à une critique malveillante à son égard, donner son point de vue sur une question ou alors prenait position sur un sujet en débat. La conclusion de Regard sur le monde était donc très attendue. Beaucoup ne regardaient d'ailleurs l'émission que pour ce grand moment. C'est d'ailleurs sur le plateau de sa célèbre émission qu'un jour, notre collègue va informer le public qu'il a changé de nom. Le premier patronyme est abandonné au profit d'un tout nouveau. À l'origine, comme vous savez, il s'appelle Dieudonné Tiné Pigui. Il a saisi le président de la République pour changer de nom. Donc, quand il nous quitte là, il y a quelques semaines, il s'appelle Dieudonné Mangimbe Pigui. Il a changé de nom, c'était une volonté. Il voulait, c'était conformément à nos coutumes, nos us et coutumes. Mangimbe, c'est le nom de notre arrière-grand-père. Donc, il fallait qu'il porte le nom il voulait porter le nom de quelqu'un de la famille, un membre de la famille, du terroir, Mbouachim, à Issougli, chez nous. Avant notre déménagement en Bala 2 en octobre 1987, la maison de la radio fut notre première base. La salle conférence du 6e étage de cet auguste bâtiment accueille alors l'unité de télévision, structure embryonnaire chargée de donner corps à la future télévision nationale. Au sein de l'unité de télévision se retrouve une belle brochette de fils et de filles du Cameroun, formés pour l'essentiel à l'étranger. Ils sont journalistes, caméramans, ingénieurs, techniciens, technico-artistiques, etc. Frais émolu de l'école supérieure de journalisme de Lille, Dieudonné fait partie de ce groupe de pionniers. Ils sont là depuis 1984. En provenance de la radio, un autre groupe formé de diplômés en télévision de l'école de journalisme de Yaoundé, plus quelques techniciens, les rejoint en février 1985. Tout ce beau monde a un impérieux devoir. Démarrer la télévision nationale à Bamenda en mars 1985 à l'occasion du congrès de l'Union nationale camerounaise, UNC. Dieudonné s'y prépare de toutes ses forces. Emmanuel Ngiamba Ndoutiri est à l'époque conseiller technique du ministre de l'Information et de la Culture. Il est chargé de l'unité de télévision. C'est dire s'il a bien connu Dieudonné. Tiné Pigui était un enfant intelligent, très éloquent et très courageux, parce que il vient de mourir, il a même mis très longtemps avant de mourir, parce que il n'était pas en bonne santé depuis longtemps, il était fragile, mais ça ne lui disait rien, il faisait tout comme si rien n'était. L'histoire de la télévision, c'est également l'histoire de Dieudonné parce qu'il en était l'un des pionniers, sinon le pionnier. Je crois que beaucoup ont raconté la manière par laquelle il s'est retrouvé à l'antenne pour présenter le premier journal. Et nous avions l'un pour l'autre une estime réciproque. Et au-delà de cette estime, je dois reconnaître que son style dans son écriture était pareil à son style dans la vie, c'est-à-dire une élégante sobriété. C'était tout ça, Dieudonné. Sans tape à l'œil, sans tapage, mais avec un travail de fond remarquable. En attendant le baraquement en bois qui va nous abriter derrière la maison de la radio, le 6e étage est donc notre univers.
Le petit monde de la télé naissante s'y bouscule. L'on se contentait d'un coin de table pour travailler. Cet espace nous sert de salle de rédaction, de salle de visionnage et de montage. C'est là que je rencontre Dieudonné à notre arrivée en février 1985. Physiquement, il ne paye pas de mine, mais la petitesse de son apparence est compensée par un caractère en acier trempé. Professionnellement, c'est un caïd. Un seul échange avec lui suffisait à vous situer sur son niveau. C'était un grand journaliste, un grand professionnel, un grand humain. Dieudonné était un confrère d'une gentillesse et d'une attention particulière. Quel souvenir? D'abord celui d'un homme supérieurement intelligent, un homme extraordinairement cultivé, qui était très en avance, je dois l'avouer, sur nous autres. Quand nous arrivons à l'INA en décembre 1985, la télévision vient de démarrer au Cameroun et il y a nécessité pour tout le monde de se mettre un peu à niveau. Et on nous propose, dès l'entame de la formation, de tout petits exercices. Par exemple, de lire simplement devant la caméra. Et je peux vous dire, il était celui qui avait donné satisfaction entièrement à nos instructeurs, à nos examinateurs. Ce confrère avait l'art et la manière et il a travaillé avec moi chaque fois pour gommer les aspérités négatives qui pouvaient faire partie de mon parcours professionnel. Et je lui en garde beaucoup de reconnaissance. Et il faut dire d'ailleurs qu'il avait, je vous ai déjà dit que c'était un professionnel, un bon journaliste. Et un bon journaliste, c'est celui qui sait écouter et reconnaître ses défauts ou ses erreurs. Et Dieudonné, de ce côté-là encore, avait une profonde humilité. Nous échangeons nos papiers, il relisait les miens, je relisais les siens, et je le voyais souvent prendre en compte des remarques que j'avais eu à lui faire. Il y avait une machine de montage sur laquelle on faisait faisait le montage des éléments, mais à partir de cette même machine, on lançait ces éléments. Non, c'était une gymnastique extraordinaire. Donc, mais Dieudonné a réussi parce qu'il fallait donc quelqu'un de très calme, quelqu'un de très posé, quelqu'un qui maîtrisait comment, n'est-ce pas, faire en sorte que ces éléments se réunissent pour produire donc ce produit final plus ou moins parfait. Dieudonné a su le faire, il a su le gérer très calmement. Le séjour de Dieudonné Mangimbe Pigui à la CRTV a pris fin en 1992 avec son départ pour l'Amérique du Nord. Là-bas, malgré sa santé fragile, Dieudonné a pu donner des années durant la pleine mesure de son talent. Au Canada, à la Banque mondiale à Washington et aux Nations unies à New York. C'est à ce dernier poste qu'il décède il y a un mois. Les autorités et ses collègues du Palais de Verre de Manhattan lui rendent alors un hommage mérité. Vendredi 16 à New York, samedi 17 juin à 5 h du matin, j'ai reçu un appel de New York m'informant que Dieudonné venait de décéder. Ce que j'ai fait, c'était de faire une prière pour lui, pour le repos de son âme. Et j'ai été informé par ses collègues aux Nations Unies qu'il fallait que je prenne un certain nombre de dispositions pour aller chercher sa dépouille et la ramener, ce qui a été fait avec l'appui de toute la famille. Donc je l'ai fait. J'ai bénéficié de l'encadrement et de l'assistance de ses collègues aux Nations Unies. Toute la hiérarchie au secrétariat général s'est mobilisée. Ils ont organisé une très belle et émouvante cérémonie d'hommage le 5 juillet à New York aux Nations Unies. Notre ambassadeur représentant du Cameroun aux Nations Unies s'est également impliqué. Notre représentation diplomatique à Washington s'est impliquée. La famille s'est impliquée. Je crois que Dieudonné a bénéficié de tout ce qu'il fallait pour que son corps revienne au Cameroun. Et maintenant, nous prions Dieu de l'accueillir dans son royaume. Dieudonné, évidemment, et moi, nous sommes liés pour l'éternité. Parce que il était le premier à faire
un journal sur la CRTV en français. J'étais le premier à le faire en anglais. Donc on est sur le plan professionnel comme des jumeaux. Personne ne pourra jamais nous séparer. On est liés. Non seulement on est liés à travers cette télévision, on est liés aussi par notre expérience à la Banque mondiale. Dieudonné et moi, il m'a retrouvé à la Banque mondiale. J'ai pu l'accompagner dans ce processus jusqu'à ce qu'il quitte la Banque mondiale pour les Nations Unies, quitter Washington pour New York, à une semaine de sa disparition. On a encore eu l'occasion de se connecter sur Facebook. Et je me demandais pourquoi ça a duré autant, pour que moi je le retrouve dans cet espace-là et pour que lui aussi me retrouve. Mais j'étais loin d'imaginer que c'était la dernière fois, n'est-ce pas, qu'on allait se connecter. Donc, la mort de Dieudonné, d'abord, j'étais choqué, je ne m'y attendais pas du tout. De temps en temps, on communiquait sur les réseaux sociaux. Mon dernier contact physique avec lui, c'était il y a 8 ou 9 ans, où il était de passage au Cameroun. Malheureusement, il était tombé malade. Je lui ai rendu visite à l'hôpital. Nous sommes restés tout un après-midi. Et puis bon, c'était la dernière fois que je le voyais. Mon contact virtuel avec lui,